Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Anne Desmarais de Jotan, blogueuse et podcasteuse, créatrice d'Il était une fois le bijou. Bonjour Anne, je suis ravie de t'accueillir dans Rubis sur Canapé. Alors, tu es Anne Desmarais de Jotan, tu es blogueuse, podcasteuse et créatrice d'Il était une fois le bijou. Absolument. Et moi aussi, je suis ravie. On fait l'exercice inverse d'il y a à peu près un an. Tu l'avais déjà dit à l'époque, mais c'est impressionnant d'être de l'autre côté du micro et d'être celle qui doit parler d'une manière, j'allais dire, presque freestyle et pas être de l'autre côté où on a préparé sa trame et tout est bordé, etc. Il y a Et un là, côté ça plus change. impro, mais qui est sympa aussi. Absolument. Alors, est-ce que d'abord, tu peux nous raconter comment est né le blog Il était une fois le bijou? En fait, moi, tu sais, j'ai commencé ma carrière comme attachée de presse du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire, c'est les trublions du patronat. Donc, mon métier, c'était de comprendre leur positionnement qui était jamais clairement opposé au MEDEF, mais qui était différent, et aussi de l'expliquer aux journalistes. Et bien sûr, il n'y avait jamais une rubrique facile qui rentrait dedans. Donc, mon métier, c'était de travailler le contenu, de le simplifier pour le rendre accessible et après de les convaincre que effectivement ça rentrait dans leur rubrique dans lesquelles a priori ça ne rentrait pas. Et bien le blog c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est un travail de l'information. Donc tu dois dégager un axe. Alors évidemment, quand j'étais attachée de presse, on me disait c'est de ça dont tu dois parler, bien évidemment. Et quand on fait un blog, en fait, on se dit, voilà, moi, ma ligne, ça va être celle-là. Donc j'ai fait différentes choses. Donc j'ai fait attaché de presse du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. J'ai enseigné la communication et la stratégie de communication et le protocole. J'ai fini délégué général de l'association des attachés de presse. Et un jour, ça s'est arrêté. Et là, tu vois, j'avais 50 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et moi, j'avais toujours eu envie des bijoux. Ce qui est très étrange parce que chez moi, on n'en portait pas de l'histoire. Mais quand j'étais petite, j'avais une grand-tante qui avait une petite bague et qui me l'a donnée à moi. Et c'était vraiment une toute petite bague, c'était un petit toi et moi en or rose avec une toute mini perle et un saphir genre presque noir, tu vois. Mais c'était la bague que son chéri lui avait donnée. Il était parti à la guerre et il n'est pas rentré. Alors ce jour-là, tu vois, comme elle me l'a donné à moi, j'ai compris que le bijou, c'était beaucoup plus qu'un objet. C'était beaucoup plus qu'un accessoire de mode. C'était beaucoup plus que quelque chose qu'on met pour dire qu'on est riche. C'était pas ça. C'est vraiment un symbole, c'est une représentation. Et à côté de ça, son frère, donc mon grand-père, était aujourd'hui on dirait un peintre décorateur. Tu vois, il faisait des faux bois, des faux mâts. Des fois, il piquait les peignes. Tu sais que ma grand-mère se mettait dans son chignon. Il coupait les angles pour pouvoir faire comme ça les veines du bois dans ses peintures. Et il avait des grands catalogues pour montrer tout son savoir-faire. Et puis, il avait un établi. Un établi qui ressemble presque à celui de Joaillier, sauf qu'il n'y a pas la cheville devant. Et dessus, posé, il y avait tous les petits pots avec les couleurs en poudre. Tu sais, qu'on mélange, qu'on travaille, etc. Et moi, cet établi, j'adorais y aller. Pour moi, encore aujourd'hui, l'odeur de la térébenthine ou de la sécative, c'est quelque chose de merveilleux. Tu vois, c'est quelque chose qui... C'est une Madeleine de Proust. Et alors, quand on mélange tout ça, je me suis dit, en fait, peut-être que mon amour des bijoux vient à la fois de ce cadeau d'un bijou et de cet amour du savoir-faire et de l'établi qui m'a été donné par une seule tranche de la famille, puisque voilà, tout le reste n'était pas là. Le reste de la famille, je vais te dire, la génération suivante, ils étaient tous enseignants. Donc moi, j'ai été élevée avec l'amour des mots. Pour te dire, notre jeu, c'était pas jouer au tarot, c'était de choisir un mot le plus bizarre ou le plus compliqué et d'arriver à le replacer comme il faut dans la conversation. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as un mot préféré? Saperlipopette. Ah à caser, ça peut se faire facilement. Moi, mon mot préféré, c'est irréfragable.
Ah tu ouais, plus vois? compliqué. Bah, en fait, non, irréfragable, tu vois, ça se dit d'un processus qui s'enchaîne, en fait, qui peut être soit le cercle vertueux, soit l'antinomie du cercle vertueux. Et en fait, c'est le fait que les choses s'enchaînent. Et en fait, quand tu regardes, que ce soit le blog ou le podcast, finalement, je pourrais dire que c'était presque irréfragable. C'est-à-dire qu'en reprenant tous ces petits morceaux, tu vois, j'ai eu un arrière-arrière-grand-père qui faisait de la guipure, donc voilà. Donc il y a quand même une tranche, tu vois, quand je dis qu'il faisait, qu'il dirigeait une entreprise et créait ces modèles de guipure, donc qui est de la dentelle, ou une forme de dentelle puisque je suis ch'ti, tu vois. Et donc il y a une tranche de la famille comme ça qui était sur le savoir-faire, et tu as une tranche de la famille qui était sur les mots, et quelque part, ça m'a amené irrémédiablement, de façon irréfragable, tu vois, je l'ai bien placé, hein, à, ça. Donc après toute cette carrière dans le patronat, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et du coup, j'ai recommencé tout simplement à aller faire un MBA à l'Institut national de gémologie, puisque je voulais vraiment aller dans les bijoux. Je me suis formée au secteur du luxe. Et justement, après, je me suis dit, il faut que je continue à apprendre. Et l'idée du blog est née, puisque je venais à la fois des mots. Et donc j'ai été taper à la porte de toutes les blogueuses de l'époque en leur disant: «Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais créer un blog», etc. J'ai téléphoné à Marie, j'ai rencontré Charlotte Van Broek d'Esprit Joaillerie, et Charlotte m'a dit: «Mais Anne, il y a de la place partout, il y a de moins en moins de magazines sur les bijoux. Les seuls médias qui aujourd'hui parlent des bijoux, ce sont les blogs. Prends une idée et vas-y». Alors c'est ce que j'ai fait. Alors moi je faisais des articles évidemment moins d'actu, plus longs, parce que ce que j'aime c'est raconter l'histoire encore une fois. Et donc du coup je l'ai appelé naturellement Il était une fois le bijou. Raconter des histoires à partir de l'histoire et parler des bijoux. Alors des fois les maisons elles n'avaient pas trop envie de m'inviter parce que l'article sortait 6 mois plus tard, tu vois. Mais quand ça sortait, il y avait tout. Donc elles se sont dit tiens c'est un peu différent. Et la première maison à me faire comprendre, je vais te dire, c'était Chanel. Parce qu'elle m'a dit: «Ah, j'ai regardé, vous faites des choses vraiment différentes». Donc voilà. Et alors là-dessus, je continue à me former, et je fais une formation de 6 mois de digital, d'agilité digitale, etc., où on nous faisait tripoter un peu toutes les choses. Et je cherchais ce que je pouvais faire de plus, et un jour je leur dis: «En fait, moi je sais lire, écrire, parler». Alors sur le coup, ça a l'air de rien, tu vois? Lire, écrire, parler. Et en fait, je me suis dit: «Mais parler?» Et je suis tombée sur le podcast. Et je me suis dit, mais oui, voilà, voilà la jonction de tout. Comment raconter des histoires en les racontant vraiment. Donc évidemment, je suis rentrée chez Podcastéo, qui est la plus grande communauté française de podcasts, et qui sont géniaux. Ils font des tas de stages de formation. Et ben, tu sais, créer son podcast, je l'ai suivi 3 fois. Communiquer sur son podcast, je l'ai écouté 3 fois. Donc la première fois, ils m'ont regardé, ok, d'accord. Alors, en plus, j'avais 20 ans de plus que tout le monde, mais enfin bref. La deuxième fois, ils se sont dit, bon, d'accord. La troisième fois, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais tu vas revenir encore? Alors je leur ai dit, moi j'ai besoin de m'imprégner, j'ai besoin, et surtout j'avais besoin de comprendre, eux, comment ils fonctionnaient. Parce qu'au-delà de la technique du podcast, hein, les podcasteurs ont en général des thématiques sur le développement personnel ou la vie personnelle, des thématiques sur le côté technique, hein, Internet, etc., etc. Et le bijou, zéro. Alors du coup, ils me disaient, mais de quoi tu vas parler? T'es financé par une marque? Alors je disais, ben non. Et je leur disais, mais pourquoi vous me demandez de quoi je vais parler? Ils me disaient, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bijou? Alors je dis, mais vous vous rendez pas compte, le bijou, c'est une histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le travail au quotidien de blogueur et podcasteur? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Concrètement. Alors, tout vient du contenu. C'est-à-dire que je construis, que ce soit un article, un storytelling pour un client, ou que ce soit un podcast, sur la base du contenu. Donc, par exemple, quand ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Évidemment, j'ai regardé les autres podcasts, dont le tien, et je me suis dit, ben, du coup, je vais créer un podcast qui, en quelques émissions, parce que c'est pas un public qui regarde les choses pendant 25 ans, va faire le tour d'un sujet et va l'expliquer. Donc je construis comme ça. Donc évidemment, il fallait commencer
doucement, donc je me suis dit, bah, ma première saison, ça va être sur les bijoux d'amour, tu vois, parce qu'il faut commencer par un côté un petit peu licorne, etc. Donc, je me suis dit, bon, alors, le bijou d'amour, c'est une histoire. Donc, j'ai trouvé une historienne. Le bijou d'amour, c'est aussi, évidemment, le côté fiançailles et autres. Et bon, donc je suis venue te trouver, parce que forcément, tu faisais et du podcast et des bagues de fiançailles. Après, j'ai été voir aussi j'ai recherché dans, tu vois, dans les joaillères, et j'ai été voir EDN parce que EDN a toujours dit qu'elle était tombée en amour avec la joaillerie en faisant de la plongée. Et après, dans les autres joailliers que je connaissais, il y avait Antoine qui m'avait dit que pour lui, l'amour et la joaillerie, c'était immarcessible. Toujours cet amour des mots, tu sais, ça veut dire qu'il ne se flétrit pas. Je trouvais que c'était génial. Et donc, du coup, j'ai construit complètement cette saison en disant, ben voilà, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et j'ai fait la même chose après sur la saison, sur le bijou d'exception. Je me suis dit, un bijou d'exception, c'est quoi? Bah, c'est une pierre d'exception, c'est un dessin d'exception, c'est une création joaillère d'exception, et puis c'est une vente d'exception. Et donc à chaque fois, je me dis, bon, il y a cette thématique, il y a ces morceaux-là, et après, j'essaye de trouver le meilleur intervenant. Et quand je trouve le meilleur intervenant, eh ben, je lui dis, bah, moi, le positionnement, c'est celui-là. Donc, je vais t'interroger sur, par exemple, comment on dessine un bijou d'exception. Je vais te dire, est-ce que c'est facile à être commandé pour un bijou d'exception? Comment on cherche l'inspiration? Est-ce qu'on fait plein de dessins? Voilà, je retrouve encore le niveau pédagogique à Oui, donc en l'intérieur de fait, chaque il y chose. a d'abord donc tout un travail de recherche, quel thème tu vas faire, comment tu vas le faire, etc. Puis un travail de recherche d'interlocuteur. Mm. Puis du coup, j'imagine un travail d'interview en lui-même. Et après, de montage. De montage, de mixage, de musique, etc., etc. Et ça, c'est la même chose pour le blog au final, parce que c'est pas montage musique, mais c'est montage des mots, quoi. Ou c'est un peu différent. Tu as dans un blog, tu as une identité graphique, logique. Dans un podcast, tu as une identité graphique aussi. Mais la musique, le son font partie de l'identité graphique. Donc ça se rajoute. Donc tu vois, sur la saison sur le rap, par exemple, je me suis dit, je ne peux pas continuer à avoir cette même musique. Alors même que je l'avais gardée précisément pour que les auditeurs s'habituent à cette musique et se disent, ah tiens, voilà, on entend la musique, c'est le podcast. Donc il y a une époque où tu gardes la même sonorité, la même habitude, enfin tout pareil, pour que ça crée une relation. Et après, tu peux le changer en fonction d'eux. Il est évident que sur la saison des jouets et du rap, je ne pouvais pas continuer à garder ça parce que l'identité du contenu n'allait plus avec l'identité du podcast. Et cependant, il fallait qu'elle soit gardée. Donc, j'ai briefé ma créatrice, mon ingé sonore, Alice Script des Belles Fréquences, en lui disant: «Je veux un morceau de musique classique qui ait la sonorité de la joaillerie», tu vois? «Mais je veux un battement rap». Et donc on a essayé plusieurs combinaisons et du coup je l'ai fait tester aussi auprès de mes invités en leur disant: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Alors au début, ils m'ont dit: «Bah, cette sonorité rap, on fait plus le rap comme ça aujourd'hui». Parce qu'en fait, c'est un son auquel on se réfère dans la tête. C'est une émotion, c'est une interprétation que le cerveau fait. Alors du coup, on a retravaillé le clap pour qu'il soit plus neutre, parce que du coup, les gens de la joaillerie identifiaient ce clac comme du rap, et les gens du rap l'identifiaient plus. Et donc il a fallu retravailler, parce que c'est vrai que le rap aujourd'hui n'est plus le rap d'autrefois, et donc il a fallu retravailler le clap pour que, voilà, il y ait une acceptation des deux, et en même temps, on a réintégré ça dans la classique, et là, tout le monde m'a dit: «Ah ouais, c'est ça». Et par contre, là, le jingle, on l'a fait différent, c'est-à-dire que j'ai pris des extraits de chacun des interviews, et je les mis en introduction de manière à ce qu'en termes de contenu, ça définisse déjà ce qu'on allait trouver dans la saison. C'est-à-dire que je ne publie une saison quand elle est complètement enregistrée. Donc il y a un travail qui est excessivement en amont. Des fois, je travaille plus de 9 mois en amont, en fait. Parce que, évidemment, il faut définir ce qu'on veut, aller trouver le bon interlocuteur, aller le chercher, le briefer, bien cibler son contenu. Et donc à partir du moment où tu n'en as pas qu'un, mais où tu en as 5, 6, 7, bah, évidemment, ça demande encore plus de temps. Au niveau du blog, tu vois, au niveau du contenu, c'est
à peu près la même chose, sauf que tu écris tout seul. Donc en fait, tu vas interviewer les gens pour avoir l'ensemble de tes informations, plus des recherches historiques ou autres. Et là, tu bâtis ton article en faisant interpénétrer des guillemets qui allègent. En fait, là où tu ferais une virgule musicale dans un podcast, là c'est le contraire, tu fais un extrait de ce que quelqu'un a dit pour rendre le texte plus vivant. En fait, et tu fais une trame. Mais en fait, c'est possible aussi en podcast. C'est-à-dire que sur le podcast, le bijou comme un bisou, c'est moi qui raconte l'histoire. Donc, c'est moi qui intégralement écris le texte. Et là, je ne mets pas de guillemets. Mais par contre, je peux, si je veux, interroger quelqu'un et garder une phrase. Ça, c'est possible. Pour l'instant, je ne le fais pas toujours. Soit je reste en formule interview, soit plutôt je pars toute seule. Mais ce que je fais, c'est que je travaille le son différemment. C'est-à-dire, il y a des podcasts, des émissions classiques où je vais avoir musique, je parle, et à chaque fois que je change de thématique, donc histoire du mot par exemple, ensuite histoire du sujet, ensuite déclinaison dans le temps des bijoux et les bijoux d'aujourd'hui, bam bam bam, 4 paragraphes, 4 virgules. Et à d'autres fois, je fais l'inverse. C'est-à-dire au moment où je vais changer, là, je travaille en nappe avec des musiques qui sous-tendent chacune des parties. Quand j'ai fait par exemple les robes bijoux de Jeanne Lanvin, mon idée c'était de montrer ces robes qui étaient de 1920, donc qui n'ont pas été reproduites parce qu'aujourd'hui on ne s'habille plus comme ça. Mais pour arriver à ça, j'ai raconté l'histoire de Jeanne et il me semblait que c'était la première chef d'entreprise internationale qui avait eu dans la mode, la manière dont elle a développé son affaire. Donc ça commence en 1800 et ça finit après 40. Et donc du coup, sur les tranches de son histoire, j'ai mis en nappe des musiques qui correspondent à l'histoire. Et là, la virgule musicale, c'est juste une respiration où je commence à parler sans musique et où après on retombe dans l'ambiance en fait. Alors quand on écrit, on ne peut pas avoir cette ambiance, mais on peut rythmer avec une image adéquate, avec une illustration. Et voilà, tu vois, en fait, le travail du contenu, il est le même. Simplement, comme tu fais appel à des techniques du cerveau différentes, donc, tu vas lire un article pour laisser une respiration, soit à l'intérieur du texte, tu vas créer une citation, et tu vas rythmer avec des images pour que l'œil se repose et que l'œil voit ce qu'il vient de lire. Et quand tu es dans le son, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre bien entendu, et bien là c'est la musique, soit en virgule, c'est-à-dire qui sépare des parties, soit en nappe, c'est-à-dire qui sous-tend ton propos, qui va dire au cerveau qu'on est dans cette époque ou dans cette ambiance. C'est très intéressant ce que tu dis et ça montre qu'en fait c'est quand même extrêmement précis, que je pense les auditeurs ne se rendent absolument pas compte de tout le travail que tu fais derrière tes podcasts. Et du coup c'est précis comme la joaillerie. Et qu'est-ce que tu dirais toi, voilà, donc pour faire un bon podcast, tu as besoin comme qualité à part la précision? Il y a la préparation, c'est-à-dire que on va pas rencontrer quelqu'un, alors en plus on n'est pas dans des sujets de style de vie, donc on va pas rencontrer quelqu'un en disant bon, juste raconte-moi ta vie, voilà, on n'est pas dans ce type de sujet. On est déjà dans une thématique extrêmement précise. Donc, tu vois, par exemple, toutes les deux, on a travaillé la résurrection de la couronne de Louis le Pieux. On l'a absolument pas travaillé de la même façon, ce qui montre bien la richesse de ce média et la diversité de ce qu'on peut faire. Mais toutes les deux, on a passé des coups de fil parce que pour le coup, bon, il n'est pas à Paris, donc on n'avait peut-être pas le temps matériel et toi, en plus, tu n'avais pas la possibilité de te déplacer. Et, euh, et donc, une fois qu'on a trouvé le sujet, on choisit aussi la manière de le traiter. Moi, j'ai choisi de ne pas l'enregistrer, ce qui n'a pas empêché que j'ai fait des recherches sur Louis le Pieux, parce que franchement, je ne savais plus qui c'était. Déjà, une fois que j'ai tout compris des Carolingiens, bah, j'ai regardé au début un peu les Mérovingiens, histoire de quand même pas raconter n'importe quoi. Une fois que j'ai fait ça, j'ai cherché, effectivement, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de couronne, donc je l'ai appelé. Je lui ai fait écouter sa technique et après, j'ai appelé Gilles Laville, c'est-à-dire le président du musée,
pour savoir pourquoi il avait choisi ce tableau. Parce qu'après tout, des tableaux de Charlemagne, il y en a d'autres et il y a d'autres styles. Et lui, il avait choisi celui-là. Et donc, j'ai cherché donc en termes d'histoire de l'art, quelles étaient les représentations de Louis le Pieux, etc. Donc Louis le Pieux, j'ai trouvé une petite étiquette de 800. Donc évidemment, là, il n'y avait pas de couronne du tout. Et après, j'ai trouvé celle du 19e. Et donc après, j'ai regardé dans l'histoire de l'art pourquoi il y avait cette interprétation dans le 19e, pourquoi on représentait. Parce que du coup, j'ai trouvé en termes d'image une représentation de Charlemagne par un autre peintre qui est exactement la même avec la même couronne. Tu C'est vois? intéressant. Ouais, donc c'était vraiment une symbolique de l'époque, un peu comme nous quand on choisit une musique qui va être la symbolique. Voilà, tu prends la musique du Café Society pour parler des années folles, tout le monde entend les années folles, il n'y a pas photo. Et ben c'est exactement pareil. Et donc du coup, j'ai été chercher pourquoi ce peintre, j'ai été chercher pourquoi ça. Et après, j'ai bâti le texte. Oui, il y a des références qui sont. Et c'est vrai que si on est en interview, là, tu peux pas demander à une personne de faire ça parce que c'est pas son métier, c'est pas ce qu'elle va te raconter. Donc du coup, tu bâtis le contenu complètement différent. Et bien sûr, une fois que tout ça est en place, une fois que c'est enregistré, une fois qu'il y a la bande son, eh ben, faut la nettoyer la bande. Il faut trouver les moments où on respire, il faut enlever s'il y a 10 de suite, si on dit souvent voilà ou des choses comme ça. Donc 1, 2, ok. Les tics de langage. Voilà, si on a trop, il faut quand même un peu alléger. Après, évidemment, tu le sais, il y a le mixage, c'est-à-dire remettre les voix au même niveau. Donc là, les trois quarts du temps sur mes interviews, je me fais aider, comme je l'ai dit, par les belles fréquences. Et puis après, il y a les créations sonores pures, puis il y a la gestion des droits, évidemment, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle musique pour n'importe quoi, même si on aime bien. Et il y a tout ça derrière à gérer. Et là, Et la partie promotion aussi, j'imagine. et bien sûr, la partie promotion, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire quelque chose si on ne le dit pas. Donc à chaque podcast, je génère un clip. Ce clip, je le mets évidemment sur Instagram. Je le mets ou non, ça dépend, sur Facebook et autres, parce que des fois, les gens cliquent dessus et me disent pourquoi j'entends pas le podcast. En fait, c'est le clip. Donc, donc sur Instagram, ils savent très bien qu'il n'y a pas le lien, donc ça ne les perturbe pas. Mais, euh, mais sur LinkedIn et Facebook, c'est pas la même chose. Après, il faut décider les gens à s'abonner. Déjà, entre nous, il faut déjà expliquer le podcast. Il faut dire, voilà, voilà où on l'écoute, voilà où on s'abonne. Donc, il faut déjà avoir cette méthode-là et après expliquer euh, comment on peut l'utiliser. Moi, à chaque fois qu'évidemment j'interroge quelqu'un, je lui dis, eh bien voilà, je vais vous envoyer le clip, je vais vous envoyer bien sûr le lien de page, le lien Smart Link, c'est-à-dire le lien où on peut avoir toutes les plateformes d'écoute. Je vais vous envoyer le player, c'est-à-dire l'écriture informatique qu'il va pouvoir mettre lui-même sur son site ou sur sa newsletter si c'est une newsletter informatique et pas seulement un mail. Donc il y a le, entre guillemets, le service après-vente qui est évidemment à travailler, à creuser. Donc sur Instagram, je mets le clip. Ensuite, je mets une vidéo, donc image avec la musique qui convient pour représenter le sujet que je viens de soutenir. Ensuite, je donne des explications, souvent dans un carrousel qui explique la logique entre le podcast et la joaillerie, parce que tu as remarqué comme moi qu'on n'est quand même pas beaucoup de podcasts français, je crois qu'on est trois. Et ensuite, je donne des mots, donc soit une citation de la personne, soit un petit mot gentil qu'on m'a envoyé, pour dire qu'il faut continuer à m'en envoyer parce que ça me fait super plaisir. Et puis après, je remets une vidéo qui soit soutient encore le podcast, soit dit ce que je fais par ailleurs dans la live ou une expo que j'ai vue ou des choses comme ça, sans pour autant être dans l'exhibitionnisme parce que c'est pas le sujet. Et ensuite, je Oui, c'est dis que ça nourrit euh, le. le fond du sujet, C'est quoi, de ça. la joaillerie. Et après, je dis, bah voilà le prochain, bien sûr. Donc toi, t'aimes bien Instagram et tu fais aussi un peu sur LinkedIn et Ah non, Facebook. pas un peu. Moi, je crois que ma première cible, c'est LinkedIn. D'accord. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est équivalent. C'est pas la C'est première. juste que c'est différent, mais tu as vraiment besoin des deux et Ouais. tu trouves que les deux sont intéressants et se complètent bien. Ouais, c'est-à-dire qu'en règle générale, quand on entend les podcasteurs dans tous les groupes de podcasts, ils parlent de Twitter et ils parlent de Facebook et d'Instagram. Mais bon, voilà. Et moi, mes publics sont sur Instagram et LinkedIn. Il n'y a rien à faire. La joaillerie, le luxe est là-dessus.
LinkedIn parce que ce sont des professionnels et que c'est un traitement professionnel et même si parce que dans les gens qui me suivent sur LinkedIn, j'ai des gens qui ne font pas de bijoux, mais qui aiment bien mes podcasts ou qui aiment bien mes posts, bref. Mais c'est un public qui aime un traitement professionnel et qui aime rentrer au cœur des choses et qui veulent apprendre vraiment quelque chose. Ils veulent pas être en cohérence seulement avec le sujet, ils veulent vraiment apprendre quelque chose. Et sur Instagram, ils le voient, puisque ce sont des images. Donc c'est totalement complémentaire. Il y a une légère différence d'âge entre les deux réseaux sociaux sur les gens qui me suivent, mais globalement, c'est 64% de femmes dans chacun des réseaux. Et c'est un public de 32-45 en termes d'âge. C'est SP+. Donc voilà. Et dans les joailliers, j'ai autant de joailliers qui me suivent sur LinkedIn que de joailliers qui me suivent sur Instagram. Tu nous as expliqué l'âge, le genre des gens qui t'écoutent. Est-ce que effectivement c'est des gens du métier ou pas tant que ça? C'est 50%. Alors sur Instagram, il y a une plus forte communauté de gens qui ne sont pas joailliers, mais c'est une question de tiers un tiers, tu vois. Et évidemment, c'est deux tiers un tiers au sens inverse sur LinkedIn. Donc au final, ça s'équilibre bien. Voilà, parce qu'il y a, comme je t'ai expliqué, une légère différence d'âge. Le public est plus jeune sur Instagram que sur LinkedIn. Voilà. Mais c'est la même exigence. Alors, c'est très curieux parce que par rapport à des communautés X, Y, Z, eh bien, ma communauté est discrète. C'est-à-dire quand ils m'écrivent à moi. Ils m'écrivent pas dans le feed. Voilà, ils m'écrivent à moi. Alors, c'est pour ça que quand je publie par exemple un mot gentil, je ne mets jamais de qui il est. Parce qu'on m'écrit à moi, donc il n'y a pas de raison que je dévoile l'identité de la personne. Si elle a souhaité me dire quelque chose, c'est qu'elle me le dit, mais qu'elle n'a pas souhaité apparaître. Je suis d'accord, c'est un univers où il n'y a pas beaucoup de commentaires sur les posts avec des discussions enflammées, Mm. mais il y a une vraie relation directe. Complètement direct. Et très suivi. Une fois, on m'a dit: «Mais c'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec vos choix. Est-ce que vous n'avez plus d'inspiration?» Donc j'ai répondu: «Ben, non, ça me semblait, structuré». C'était l'épisode sur le diamantaire. Donc dans la saison sur le diamant qui parle donc et qui explique le diamant, les couleurs et cetera, l'histoire, et ben là, la personne trouvait que franchement, le street artist n'avait rien à faire là-dedans. Donc je lui ai dit: «Non, moi il me semblait que ça faisait partie d'un ensemble et c'est comme ça que je l'ai construit, d'aller de l'histoire avec le professeur François Farge jusqu'à la représentation symbolique du diamant par un street artiste mondial finalement, euh, qui, qui donne bien donc l'idée du bijou. Et Voilà. c'est très intéressant de confronter avec quelqu'un qui, au moins, a vraiment bien suivi toute l'histoire, quoi. Ben voilà, et donc il n'était pas d'accord, donc je lui ai dit que bah, non, moi enfin, mon cheminement était celui-là, que j'entendais que peut-être il n'aimait pas cet artiste-là, et bah, c'est son choix, mais que choisir un street artiste à ce moment-là qui représente le diamant dans un sujet sur le diamant me semblait assez logique. Et donc il m'a dit bah oui, voilà. Donc, une fois qu'on explique sa logique, et c'est vrai que quand j'ai des réactions, j'ai quelquefois des réactions très toniques, hein, vraiment, on va dire ça comme ça, parce que les gens sont des passionnés. Et investi, voilà, ouais. Et c'est quelque chose qu'ils aiment, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est ça qui est mignon, tu vois. Par exemple, quand j'ai interrogé Sonia, Esther Soltani, dans Brillante, il y en a une qui m'a dit: «Ah ben voilà, j'ai enfin compris ce que c'était que le Rapaport, à quoi ça servait. J'ai appris qu'il y avait une bourse des diamants, je ne savais pas». Enfin, voilà, j'ai des réactions où les gens me disent: «Ah bah ouais, je ne savais pas, c'est super». Quand j'ai fait, Il y a des informations, voilà, ouais. quand j'ai fait l'épisode de Tony Adam, il y a 1500 couleurs de diamants. Ah bon? Donc, et déjà, il y a des diamants de couleurs, tout le monde connaît les diamants bleus, mais ça s'arrête là, quoi, en fait. Et du coup, c'est super parce que les gens me. Et donc là, je sais que ce ne sont pas des professionnels, forcément. Mais ils suivent avec passion, avec des réactions épidermiques et passionnées, et ça, c'est absolument génial. Des fois, je pense à, tu sais, aller prendre un screenshot, ça me faire une collection, en me disant, ben voilà, le Un jour où tu petit livre d'or. voilà, le jour où tu as une petite baisse de morale, là, tu regardes un petit peu les retours, et tu bah, s'il y a des gens qui réagissent, Non, mais c'est c'est que c'est vrai que intéressant. c'est une passionnante mine d'informations. Bien sûr, effectivement, tu as des axes et c'est normal, c'est ta façon de faire, mais avant tout, il y a de l'information
Donc tu as Il était une fois le bijou comme un bisou et Brillante. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre tes 3 podcasts? Euh, oui, alors en fait, tu vois, le blog s'appelait Il était une fois le bijou. Donc naturellement, quand je me décide de le mettre en mots, je l'appelle Il était une fois le bijou. Parce que du coup, je recherche des Il était une fois, il y en a 42 000, mais Il était une fois le bijou en podcast, il n'y avait pas. Super. Donc je regarde ce que tu fais, voilà, je le monte en thématique, je t'interviewe, et dans la saison, tout ça. Je lance la saison, et évidemment, c'était les bijoux d'amour, je le lance le 14 février. Normal, tu vois. On est le 14 février 2020. Je lance ma saison, j'explique que je vais faire le podcast tous les 15 jours, puisque j'avais toute ma saison, confinement. Donc je reste La tuile pour interviewer des gens. Bah, en fait, c'était pas ça, c'est j'avais ma saison d'enregistrer. Mais bon, comme tout le monde, j'ai été sidérée un petit peu, et après je me suis dit, mais tu ne peux pas, Anne, continuer comme si de rien n'était, et gentiment publier des interviews de gens qu'on ne peut pas aller voir. Parce que c'est ça, la suite, c'est donner. Tu fais rencontrer des gens qui existent, donc potentiellement, on peut avoir la curiosité d'aller le voir. Et je me suis surtout dit, ça n'est pas parce que ta saison est enregistrée que tu dois faire comme si rien ne s'était passé. C'était pas possible, c'était tellement extraordinaire ce confinement. Et après, je me suis dit aussi, mais je me sens désemparée, mais complètement désemparée. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai besoin d'un câlin. J'ai besoin d'un câlin, d'un bisou, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire, comme les histoires que je racontais à mes enfants le soir avant de les endormir, quand ils étaient petits naturellement. Et je me suis dit, bah, c'est ça que tu vas faire. On t'a dit, mais de quoi tu vas parler? Eh bien, tu as une autoroute devant toi pour raconter tout ce que tu as dans la tête sur le bijou. Et donc, j'ai lancé comme ça, j'ai pris mon micro, enfin, d'abord j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait mon sujet. J'ai pris mon micro et je me suis enregistrée. Alors, je vais te dire, au début, je me sentais, mais tu sais, le complexe de l'imposteur, exactement pareil. Je me disais, mais en quoi t'es légitime, toi, à aller raconter des histoires comme ça? Puis après, je me suis dit, bon, ne te prends pas pour l'appel du 18 juin, faut quand même pas rêver. Après tout, si ça ne plaît pas, tu vas bien voir les auditeurs ce qu'ils vont te dire. Et j'ai fait du coup l'inverse de tout ce qu'on fait dans le podcast. D'habitude, tu sais, on te dit, euh, tu dis bonjour, vous êtes dans le podcast. Voilà, il va se passer ça, je suis un tel. Et, voilà. Et là, j'ai juste commencé en disant, parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous faire un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou. Donc il fait genre, voilà. Et je racontais mon histoire, mais exactement comme tu la racontes toi aussi à tes enfants le soir. Tu ne vas pas leur faire une introduction, alors maman va te raconter une histoire. Non, tu leur racontes une histoire. Et voilà, j'ai fait ça. Et tous les jours, j'ai fait une émission. Pendant le confinement, j'ai fait 48 émissions. Donc, Chapeau quand même. à part les En 3 jours. termes de régularité, là, quand même. Alors, ça va un avantage, je vais te dire. C'est-à-dire que, tu vois, mon appart est petit, on est 5, mes enfants sont grands. T'avais pas le temps de t'ennuyer. Et voilà. Un, tout le monde était dans sa chambre. Deux, je leur foutais une paix royale parce que je bossais. Donc, le matin, j'écrivais, je faisais une pause, je faisais les courses. Ensuite, je revenais, je finissais d'écrire, je trouvais 2, 3 images pour Instagram quand même. J'enregistrais, je mixais, je dînais, je finissais de mixer, j'implémentais avant minuit. Et une fois que j'avais implémenté, je générais, il n'y avait pas encore de clip à l'époque, mais bon, je faisais ce qu'il fallait pour la com de ce moment-là. Et puis là-dessus, je commençais à rechercher le thème du lendemain et les photos. Je me couchais à 3 heures du matin, je recommençais le lendemain. Et j'ai fait ça pendant tout le confinement. Donc j'ai foutu une paix royale à toute ma famille. Tout le monde me dit, est-ce que vous vous êtes tapé dessus? Non. Ah non, chacun bossait dans son coin, voilà, tout allait très 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 bien. Et donc, du coup, le premier bijou comme un bisou est arrivé le 20 mars. Voilà. Et à la fin donc, du premier confinement, j'avais donc 48 émissions et je me suis dit, bah, je vais reprendre le Il était une fois. Et là, je me suis aperçu que mes auditeurs me disaient, c'est bien, mais je ne comprends pas. Je me suis dit, bah, d'accord. Donc, j'ai séparé les fils RSS de manière, donc, techniquement, tu vois, de manière à ce qu'il y ait 2 podcasts bien différenciés. Voilà, donc on comprend bien. Donc Il était une fois le bijou comme un bisou. Et après, tu as eu d'autres envies. Et Ben donc oui, est née Brillante, c'est ça?
Absolument, c'est-à-dire que donc arrivent les vacances, donc voilà, et comme tu le sais, mon chéri fait de la moto, donc moi je ne conduis pas, donc je monte sur la moto, donc je m'ennuie beaucoup et donc je réfléchis et donc je me suis dit: «Bon, bah, alors tu as un podcast pédagogique, très, très bien et thématique, super. Tu as un podcast qui raconte des histoires et l'histoire de la joaillerie et le savoir-faire et tout, super. Il me manque quelque chose. Comme ce que tu veux, c'est vraiment expliquer l'intérieur de la joaillerie, il manque la place des femmes». Donc j'ai toujours eu un petit côté, féministe, mais pas revendicateur. Comme tu le sais, mon côté féministe s'exprime parce que je suis professeure de Krav Maga et que j'enseigne notamment à des femmes et quand une femme vient Plutôt dans les actes voilà, que c'est dans ça et quand une femme vient au Krav Maga, c'est parce qu'elle s'est fait agresser les 3 quarts du temps ou qu'elle a des frères, mais bon, globalement, on une femme ne vient pas au Krav Maga comme ça, c'est pas du fitness, quoi, voilà, bref et donc je suis plutôt dans l'action. Et je me suis dit: «En fait, encore une fois, la représentation de la femme et de la joaillerie, les gens imaginent soit la mannequin qui porte les bijoux, soit la collectionneuse qui achète des bijoux, soit éventuellement la joaillère, mais tu sais encore mieux que moi qu'aujourd'hui, s'il y a des joaillères, des femmes de super chefs de super ateliers, il y en a quand même pas 12 000 non plus. Des femmes de département joaillerie, il n'y en a pas tant que ça. Des CEO de joaillerie, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des DA, mais hein, ça se compte sur les doigts d'une main. Et je me suis dit, il me manque ce côté-là, il me manque les femmes. Et donc j'ai créé Brillante sur cet axe-là en disant, les femmes aujourd'hui dans la joaillerie, c'est pas des gens qui n'ont pas de cerveau, au contraire, ce sont des femmes qui sont méga cultivées, qui sont super intelligentes, qui ont bossé vraiment fort pour arriver là où elles en sont, parce que ça reste un plafond de verre, là aussi, plus feutré peut-être qu'ailleurs, mais beaucoup présent, et je voulais qu'on puisse les entendre. Donc, j'ai appelé Violaine, la star, précise, et je lui ai dit, si je fais ce podcast, vous voulez bien me parler? Elle m'a dit: «Mais bien sûr». J'étais très émue. J'avais déjà été en contact avec Mina El Hadraoui, donc la directrice France de l'association des producteurs de diamants, Natural Diamond Council et je me suis dit: «Ça fait quand même une belle base» et je me suis dit: «Bon, on va faire un côté un peu, entre guillemets, "institutionnel" avec, des gens qui ne sont pas des gens à la cheville, que je vais alterner avec des gens qui sont des gens à la cheville et qui font des choses». Et voilà comment j'ai lancé Brillante. Donc Brillante, c'est la seule chose qui est vraiment régulier, c'est troisième dimanche du mois. De toute façon, c'est Brillant. Et après, les autres podcasts s'intercalent. Donc j'ai ouvert un nouveau fil RSS. Et là, je pense que j'ai à peu près, tu vois, fait le tour du sujet. Mon rêve maintenant, ça serait que de créer une extenso des sujets, parce que des idées de sujets, j'en ai 12 000, mais de créer une extenso des sujets avec d'autres personnes. Donc, par exemple, le bijou patriotique qui commence avec évidemment les oiseaux en cage de Jeanne Toussaint, mais aussi, tu sais, les insignes qu'on avait sous Louis XIV, Louis XIII pour reconnaître entre la fronde, etc., qui finit par les bijoux de la guerre, etc. De le faire, par exemple, avec, je ne sais pas, un musée ou une association, ou quelqu'un qui a envie de ça. Les bijoux comme un bisou, j'adorais les faire avec des écoles. Parce que je sais que par exemple dans les écoles de joaillerie où le but c'est quand même, comme tu as suivi une école, tu le sais, de travailler à la cheville, mais il faut une certaine culture. Et donc vous avez des cours de culture générale, très bien. Et c'est quand même plus marrant de découvrir la culture générale pour faire un podcast que juste un cours de culture générale, tu vois. Donc j'adorerais faire ça avec les écoles et dire, bon ben voilà, on va créer des émissions du Bijou Bisou, qui sont des sujets qui peuvent vous intéresser en plus, et qui donneraient lieu peut-être à leur sujet d'examen derrière, etc. Par exemple, tu vois, j'ai fait le sujet de la bac cocktail, et en fait, le sujet de la bac cocktail était un sujet d'examen de l'Institut des métiers d'art. Pour le lab. Il peut y avoir comme ça une continuité et une tout se suite, où tout regroupe. se regroupe, tout a un sens. Et évidemment, sur Brillante, là, mon rêve, ce serait de faire une association des femmes de la joaillerie, bien entendu, et d'aller plus loin. C'est-à-dire que, évidemment, quand tu fais une association, il faut nourrir l'association. Donc, il faut donner des moments de rencontre entre les gens, certes. Il faut leur proposer aussi des interventions de gens qu'on ne va peut-être pas retrouver dans le podcast, mais qui viennent parler de choses qui les intéressent. Je sais pas, la RSE, etc. Comme là, c'est les femmes de la joaillerie, c'est très précis. C'est le sujet pour le quoi je les interviewe, leur parcours, et la question gimmick qui est
quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait marcher sur vos traces, tu vois? Donc cette structure-là ne peut pas être changée. Mais par contre, les femmes de la joaillerie peuvent à un instant T avoir une problématique qui est la leur. Je ne sais pas, comment, je m'exprime sur TikTok sans devenir ridicule, ou comment, j'investis, à Dubaï, ou ce genre de choses, qui soient des vrais sujets de joaillerie pour lesquels on fait venir quelqu'un. Mais au-delà de ça, je pense que les femmes sont plus prêtes à s'investir pour le monde. Tu vois, mon rêve serait de faire un bijou par an, un bijou brillant, vendu au profit d'une association. Donc en ce moment, je suis en train de travailler avec, une jeune femme qui vient du Liban. La dernière fois qu'elle était chez elle, elle s'est fait, braquer à la mitraillette sur la tête. Ils ont dévasté la maison et elle est partie. Et donc comme tous les Libanais en ce moment, elle est partie en abandonnant tout ce qu'elle avait. Et elle avait déjà une société là-bas de joaillerie. Et donc comme elle est courageuse et très résiliente, elle a envie de la recréer. Et donc c'est vraiment une joaillerie, tu vois, de protection, avec des symboles de protection. Et je pense que, ben, créer un bijou vendu pour les femmes qui restent là-bas, parce qu'elles vont en avoir besoin, ça serait vraiment, tu vois, intéressant. L'Arménie aussi, tu vois, j'ai vu qu'il y avait une action l'année dernière de Thierry Vendôme pour les Arméniens. Il y a comme ça des peuples qui sont intimement liés à la joaillerie et qui sont des peuples qui sont pressurisés, qui sont encore aujourd'hui en guerre. Et les premières victimes, c'est évidemment les femmes et les enfants. Et je pense qu'il peut y avoir comme ça une mission d'éducation et de mise en relation des joaillères, une mission d'aide à leur travail concret et une mission de sauvegarde du monde qui pourrait être intrinsèquement liée à Brillante. Donc ça, c'est euh, mon envie, tu vois, mon super rêve pour mes podcasts. Et c'est vrai que bah, il faut aussi maintenant que j'en vive, donc j'essaye euh, de les faire sponsoriser. Et je propose maintenant aussi la création de podcasts de marque pour les marques qui ont envie de faire parler de leur marque. Donc ça, tu as créé un concept pardon, qui s'appelle le post-telling. Ouais, c'est ça, parce que j'ai pris la contraction de podcast et de storytelling. C'est-à-dire, comme on était tous confinés pour la troisième fois, j'ai eu d'autres idées, bien sûr. Et je me suis dit, en fait, beaucoup de joailliers d'aujourd'hui n'ont pas de boutique. D'abord parce que les clients préfèrent aller en showroom ou parce qu'ils sont nouveaux. Et donc, ils font des pop-up, etc. Et donc, ce qui reste en contact avec les gens, en dehors de WhatsApp, etc., c'est le site internet. Or, l'histoire de la joaillère, elle est dans à propos. Qui lit la page à propos? Et c'est ça le problème. Et après, il fallait aussi que le site devienne un véritable espace de vente. Et quand tu vas dans une boutique, ben, il y a un monsieur qui t'ouvre la porte et qui te dit bonjour, ou une dame. Et après, il y a la vendeuse ou la joaillère, dans le cas des petites maisons, qui te montre la bijou, qui t'explique comment elle les fait. Et après, toi, soit tu as envie d'un bijou, soit tu expliques ce que tu aimerais comme bijou. Et tu rentres dans un système d'échange humain. Et ça, ben, ça n'existait pas. Alors, comme j'aime beaucoup Anouk Verret, j'ai contacté Anouk, je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu penses qu'on essaye?» Donc elle m'a dit: «Bah écoute, effectivement, moi j'ai lancé, ma joaillerie juste avant le premier confinement, donc on va essayer». J'ai eu le temps de faire un pop-up, boum. Donc elle m'a raconté son histoire et j'ai monté tout le storytelling texte, c'est-à-dire que tout ce qu'elle m'a raconté dans tous les sens, on a parlé une demi-journée, elle m'a raconté comme ça, tu vois, pourquoi elle les avait créés, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire avec, son amour des pierres, et cetera. Et donc j'ai créé un texte en le structurant de manière, petit 1, à aller vers les idées classiques de la joaillerie ou de ce qu'on cherche quand on cherche un bijou, c'est-à-dire d'où elle vient, est-ce que c'est vraiment une vraie marque avec des gens derrière, tu vois, voilà, d'où elle vient, son savoir-faire, les différents produits, le produit le plus joli, tu vois, sa super méga manchette. Et puis, bien sûr, l'axe mariage, qui est quand même là où on vend. Hein. C'est pas à toi de nous expliquer ça. Et une fois que j'ai eu monté donc, la trame, donc, comme quand on construit un article, tu vois, tout est dans tout finalement dans le contenu. Une fois que j'ai construit ça, je l'ai mise en mots et après je l'ai mise en musique. J'ai fait intervenir une autre personne masculine qui accueille comme dans un magasin et qui, à la fin de l'enregistrement, explique les conditions, tu sais, le label, les écrins, le poisson de maître, Natural Diamond Council, voilà, l'or, la garantie des pierres, enfin,
tout ce genre de choses qu'on ne va jamais voir non plus dans un site, mais que tu expliques quand tu es en magasin, tu vois? Et là-dessus, j'ai mis ça sur YouTube. Parce que mon deal, c'était, je voulais qu'on puisse écouter l'histoire tout en regardant tout le site. Or, si tu mets un son sur une page, c'est possible, mais c'est lié à la page. Si tu changes de page, ça s'arrête. Et donc, quand on va sur le site de la Maison Verret, tu cliques donc, sur ce cartouche qu'on a créé, ça s'ouvre sur YouTube, et tu entends l'histoire tout en continuant ta visite. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu la suis comme si tu étais vraiment dans un magasin, mais en plus, au bout d'un moment, les gens, parce que j'ai fait le test, tu vois, les auditeurs ou les téléspectateurs, je sais pas, puisqu'en fait, ou les internautes, puisqu'ils sont devant l'informatique, se mettent à regarder ce dont je leur parle. Je leur dis: «Ah, en fait, il y a une boucle d'oreille. Ah, en fait, il y a une bague. Ah, j'ai fait un chanfrein», et ils se mettent à suivre ce que je dis. Et alors, ce son, qui est réalisé, qui est donc une création sonore, parce que c'est pas un son, puisqu'il y a, tu vois, 8 minutes, il y a 15 pistes son dessous. Quand même, on travaille de son pour immerger la personne dans le contenu storytelling qui est raconté. Et donc, quand on arrive à ça, en fait, si elle le souhaite, on peut faire des extraits, par exemple sur le mariage, si elle fait une expo sur le mariage pour donner une ambiance à ça. Ou elle peut le remettre dans sa messagerie téléphone. Ou bien sûr, elle peut le mettre sur Instagram, parce qu'on peut couper à plus ou moins, c'est calculé pour faire des 20 secondes sur des sujets. Et donc on peut comme ça créer une ambiance sonore qui devienne une identité sonore, et pas seulement la musique que l'on met dans son téléphone, et qui devient une logique complète. Tu vois, l'intérêt du podcast, c'est qu'on parlait jusqu'à aujourd'hui de communication à 360, mais il restait un moment où on ne touchait pas l'auditeur, qui était quand l'auditeur courait, parce qu'il ne fait pas attention aux affiches, quand l'auditeur, par exemple, fait la cuisine, fait du repassage, etc. Et aujourd'hui, le podcast permet ça. Ce qui est intéressant pour les marques. C'est-à-dire que là, enfin, on touche l'auditeur de façon captive, parce qu'il a beau faire autre chose, ce qui est aussi la manière de vivre des jeunes générations, De façon intime chez lui et dans ses moments dans les personnels. moments où la com ne le touchait pas. En établissement, une autre relation plus sensible et émotionnelle et affective avec la marque. D'ailleurs, toutes les études super intelligentes de Nielsen, de Havas, disent justement que, un, les clients du luxe demandent de l'expérientiel, et trois, que le podcast fait adhérer et même fait changer d'opinion sur la marque. C'est quand même super important. Dans des chiffres du genre 74-84%, c'est énorme. Et avec le podstelling, là, l'idée, c'est que le site devienne une expérience client complète, et permettre bien sûr de rester un peu plus longtemps sur le site, et permettre d'avoir vraiment ce service qu'on amène du podcast vers l'internaute. Surtout quand on ne peut pas se déplacer en boutique pour une raison X ou Y. Et en plus, cette création sonore peut être réutilisée. Par exemple, imagine que tu fais un showroom demain. Bon, tu as peut-être une seule petite pièce, mais tu as peut-être aussi une pièce avec un petit truc à côté où tu as du café, etc. Ça devient une visite muséale. Et cette création sonore, tu peux la faire entendre à cet endroit, devant une petite vitrine dans laquelle tu as mis une pièce, pendant que, puisque tu es une jeune joaillère toute seule, pendant que tu t'occupes de l'autre cliente qui vient d'arriver. Et au lieu que celle qui vient de rentrer tournicote un petit peu en sachant pas, une fois que tu lui as proposé un café et tout, et que tu l'abandonnes, parce que tu peux pas faire autrement, c'est quand même le cas de beaucoup de marques de joaillerie, et bien là, tu peux lui réserver une expérience formidable, soit en la mettant devant le site plus la musique et la création sonore et la création storytelling, soit en faisant entendre le podstelling justement à l'endroit où tu le désires. Et là, tu as ton identité, et ça permet aussi d'expliquer, tu vois, c'est qui connaît un perlé dans les clients, je veux dire XY, les joailleurs savent ce que c'est. Qui savent ce que c'est qu'un chanfrein? Voilà. Alors que, ben, là, en mots, en images, on le voit, on l'explique. Quand je le dis, j'explique ce que c'est. Tu nous as raconté plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Si je pouvais me permettre de faire un tout petit peu de pub, je dirais, n'hésitez pas, demandez-moi, je me ferai un plaisir soit de créer votre podcast de marque, soit de créer votre podstelling, soit
puisque j'ai raconté mes envies, de monter des saisons de mes podcasts natifs, c'est-à-dire ceux que j'ai créés et qui n'ont pas changé d'identité. C'est ça la différence, hein, le podcast natif. Ils ont une identité forte, ils ne vont pas la changer, mais le podcast de marque, je fabrique le podcast pour la marque, pour la maison, à son idée et dans le luxe, en termes général, pas que dans la joaillerie, bien sûr, puisque le savoir-faire, c'est ce qui sous-tend, et la relation humaine, c'est ce qui sous-tend toute cette qualité de podcast. Et du coup, je te souhaite, toi aussi, de continuer longtemps et qu'on continue longtemps à faire des choses toutes les deux, parce que je t'ai interviewé, tu m'interviewes, on a fait nos vœux ensemble. Et c'est ça aussi le podcast. Dans une semaine, donc ça sera avant quand tu vas publier, je fais un podcast avec une autre podcasteuse qui parle de la ouate du parfum, qui ne parle donc que de parfum, et on parle des 100 ans de Chanel, puisque justement ils ont sorti une collection de bijoux et du parfum. Et donc le luxe, c'est une grande famille avec les mêmes règles, les mêmes exigences. Et comme je la connais, j'aimerais beaucoup continuer à la faire partager comme ça et à faire rêver les gens tout en leur apprenant plein de choses et que mes auditeurs aient toujours plus envie de me demander des choses. Et bien en tout cas, en tant qu'auditrice de tes podcasts, on est absolument ravis de t'écouter. C'est très beau, intéressant et bien sûr, continue et on te souhaite beaucoup de succès. Alors là, c'est la limite du podcast. Les auditeurs ne le voient pas, mais je suis toute rouge pour. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.